Yann Brossat, j'ai 38 ans et je suis adjoint à la maire de Paris en charge du logement et de l'hébergement d'urgence et chef de file des communistes pour les élections européennes. Alors, deux camps de migrants ont été démantelés tôt ce matin à Paris. Est-ce que c'était ce que voulait, c'était ce que demandait la mairie de Paris? Et où est-ce qu'ils ont été placés? Ce qui est sûr, c'est que la situation dans laquelle nous étions depuis maintenant des mois à Paris avec ces campements était absolument indigne. Indigne d'abord pour les réfugiés eux-mêmes. Il y a eu 2 morts, il y avait des conditions qui étaient véritablement monstrueuses et donc nous avions demandé depuis maintenant très longtemps la mise à l'abri de ces réfugiés. Et donc en l'occurrence, je le vis comme un soulagement et au regard d'ailleurs de la réaction des réfugiés qui ont été mis à l'abri ce matin, j'ai le sentiment qu'ils partagent cela. Et ça va être quoi leur sort? Il reste que tout cela ne règle pas le problème de fond qui est de savoir comment la France accueille dignement les réfugiés et se donne les moyens d'éviter la constitution de nouveaux campements. J'ai entendu les propos ahurissants de Gérard Collomb encore la semaine dernière. J'ai entendu ses demandes à l'égard de la ville de Paris. La seule chose pour l'instant qu'il nous propose, c'est d'installer du mobilier anti-SDF pour éviter la constitution de nouveaux campements. Honnêtement, c'est ahurissant et il est pathétique que le ministre de l'Intérieur d'un pays comme le nôtre n'ait rien d'autre à proposer que la constitution de mobilier anti-SDF. Donc je pense qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, le gouvernement revoie sa copie sur cette question. On ne peut pas continuer à gérer le sort des réfugiés de cette manière-là. Mais très concrètement, les réfugiés là, qui faisaient partie des 2 camps démantelés, qu'est-ce qui va leur arriver dans les prochaines semaines? Pour l'instant, ils sont mis à l'abri. Ils sont mis à l'abri dans des gymnases que la ville de Paris a mobilisés. Et puis ensuite, normalement, si l'État suit les demandes de la ville de Paris, ils iront dans des centres d'hébergement pérennes. Depuis 3 ans, nous avons créé à Paris 2500 places d'hébergement supplémentaires. Elles leur sont notamment destinées. Oui, mais là, 2500, on dépasse, vous n'êtes pas en surcapacité déjà? En tout cas, il va bien falloir pousser les murs. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé 6 sites supplémentaires. Mais il y a quand même des risques de reconduite à la frontière ou pas? Aujourd'hui, le gouvernement est en effet assez ambigu sur ce qu'il compte faire. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que l'une des questions qui n'est pas traitée aujourd'hui ou que le gouvernement fait semblant de ne pas vouloir traiter, c'est la question des Dublinés. C'est-à-dire qu'on parle de réfugiés qui sont arrivés en Europe en passant en général par l'Italie, qui ont laissé leurs empreintes en Italie et qui ensuite ont rejoint la France, notamment ceux qui veulent construire leur vie en France. Aujourd'hui, ce que répond le gouvernement, c'est qu'au vu du règlement de Dublin, ils doivent déposer leur demande d'asile en Italie. Sauf que la réalité, c'est qu'en plus avec les évolutions du gouvernement italien, jamais l'Italie n'acceptera de les prendre en charge. Donc si ni l'Italie ni la France ne les prennent en charge, on les retrouvera dans des campements en France. Par ailleurs, ce sont des gens qui, au final, verront leur droit d'asile reconnu dans un des pays de l'Union européenne. Donc ce que nous disons, nous, à la ville de Paris, c'est qu'il faut que la France prenne en charge les Dublinés et qu'on arrête de se voiler la face en imaginant qu'ils puissent être pris en charge par un autre pays de l'Union européenne. On devrait assumer notre responsabilité vis-à-vis des Dublinés. On ne peut pas jouer au ping-pong avec la vie de réfugiés qui ont traversé la Méditerranée, souvent au péril de leur vie. Alors, vous avez été désigné hier lors du Conseil national de votre parti, chef de file pour les élections européennes de l'année prochaine. Alors, votre objectif, c'est quoi? C'est de faire des alliances à tout prix ou bien vous pensez que le PCF a l'espace politique nécessaire pour y aller seul? Je crois que la question, elle se pose d'une manière un peu différente. On est aujourd'hui dans une situation particulière. Ça fait 1 an qu'Emmanuel Macron est président de la République et la gauche est aujourd'hui dans une situation pire qu'elle n'était il y a 1 an. La gauche n'a pas progressé d'1 pouce depuis 1 an, alors même qu'il y a beaucoup de mécontentement vis-à-vis d'Emmanuel Macron, alors même qu'il y a des mouvements sociaux divers et puissants qui se multiplient. Et donc il faut bien qu'il y ait quelques signaux, quelques initiatives qui soient lancées pour s'adresser à cet électorat de gauche et pour que le mouvement social trouve dans les élections européennes un débouché politique. Donc c'est ça qu'il s'agit de construire et en tout cas moi c'est à cette tâche-là que j'ai envie de m'atteler. Moi je ne veux pas que l'élection européenne soit le remake de l'élection présidentielle d'il y a 1 an. Mais vous n'avez pas peur que la gauche apparaisse divisée? Parce qu'a priori, vous allez y aller vous, il va y avoir la France insoumise qui va y aller de son côté. Vous avez raison de dire qu'il y a de la division. Nous en tout cas, nous sommes absolument disposés à tendre la main à tous ceux qui le souhaitent. Simplement,
on ne va pas attendre que tout le monde se soit mis d'accord pour entrer en campagne. Il y a quand même des choses à dire aujourd'hui sur l'évolution de l'Union européenne, sur la nécessité de résister aux politiques libérales. On ne va pas rester l'arme au pied en attendant qu'on ait constitué des listes communes. Donc nous entrons en campagne, nous allons avancer un certain nombre de propositions et nous serons toujours ouverts pour travailler avec tous ceux qui, comme nous, souhaitent une autre Europe que celle qu'on a aujourd'hui. Mais donc vous y croyez à une liste commune avec la France Insoumise? Pour l'instant, la France Insoumise ne donne pas de signaux allant en ce sens. Mais de toute façon, nous serons toujours disposés à travailler avec tous ceux qui partagent un certain nombre de convictions avec nous sur l'Europe. Je pense aussi à Génération, par exemple. Alors, d'aucuns avancent que c'est votre alliance avec le Parti Socialiste et Anne Hidalgo à Paris qui est l'une des raisons de la chute du Front de gauche. Mais, enfin, pas que vous, mais ce type d'alliance. Est-ce que vous ne pensez pas que votre candidature, tout spécifiquement, peut apparaître comme rédhibitoire pour une alliance avec la France Insoumise? D'aucuns, une personne. Ce que je pense, moi, fondamentalement, c'est qu'on fait de la politique pour servir à quelque chose. On ne fait pas de la politique pour se regarder dans un miroir et trouver qu'on est formidable. Moi, ce que j'aime dans le mandat d'élu que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on fait 7500 logements sociaux par an, c'est qu'on a créé un centre d'hébergement d'urgence pour des sans-abri en lisière du Bois de Boulogne, c'est qu'on se bat pour faire reculer Airbnb et mieux réguler les locations touristiques. On fait de la politique pour ça. Sinon, on écrit des livres, on écrit des poèmes, enfin j'en sais rien. Mais faire de la politique, c'est être utile. Et donc parfois, pour le faire, quand on est capable de se rassembler sur du contenu, il faut faire un certain nombre d'alliances. En l'occurrence, on parle des élections européennes et la question de l'alliance avec le Parti Socialiste ne se pose pas parce que nous avons des programmes sur la question de l'Europe qui sont proprement inconciliables. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai toujours eu l'obsession du rassemblement parce que sans rassemblement, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'efficacité. Et du coup, Ian Brossat, il serait utile comment à l'Europe? C'est quoi votre idée de l'Europe? Vous savez, je vous le disais, je suis aujourd'hui élu à la ville de Paris. Prenons un certain nombre de dossiers. Prenons la question des réfugiés. Aujourd'hui, l'Union européenne n'est d'aucune utilité pour nous permettre de régler concrètement la question des réfugiés. Je parlais du sort des Dublinés. Comment l'Union européenne, aujourd'hui, pourrait être utile pour qu'on sorte de ce jeu de ping-pong entre les États européens dont les réfugiés font les frais? Ça, c'est une question qui montre, par exemple, que élu de Paris, aujourd'hui, si j'avais envie de changer concrètement les choses, on aurait besoin de leviers supplémentaires à l'échelle de l'Union européenne. De la même manière, je vous parlais de la question d'Airbnb et de la régulation des meublés touristiques. Toutes les grandes villes d'Europe, Paris, Barcelone, Berlin, Amsterdam également, sont confrontées à un développement frénétique de ces locations touristiques qui se font au détriment du logement et au détriment du logement des classes moyennes dans nos centres-villes. Si on a envie de réguler sur cette question-là, il nous faut bouger un certain nombre d'éléments du droit européen. Aujourd'hui, le droit européen est extrêmement favorable à Airbnb parce qu'il y a un lobbying très actif d'associations qui font pression auprès de la Commission européenne sur ce sujet. Typiquement, sur ce sujet-là, on voit bien que là aussi, on aurait besoin de leviers supplémentaires à l'échelle de l'Union européenne. Et après tout, l'idée qu'on puisse réguler à l'échelle de l'Union européenne ces GAFA, Airbnb, Amazon et les autres, ce serait une excellente chose, ce serait un bon cadre pour le faire. Mais aujourd'hui, force est de constater que les orientations libérales de l'Union européenne ne nous permettent pas de le faire. Mais donc, vous pensez qu'on peut agir à traité constant ou vous pensez qu'il faut sortir de l'Union européenne? Je ne pense pas qu'il faille sortir de l'Union européenne. Je pense qu'il faut batailler pour que l'orientation de l'Union européenne bouge. Évidemment, c'est un combat compliqué, mais je pense que on ne peut pas considérer que le choix que nous aurions, ce serait soit la soumission, soit la démission. Soit se soumettre aux logiques libérales de l'Union européenne, soit se barrer parce qu'on n'aurait rien réussi à changer au sein de l'Union européenne. Donc bien sûr que c'est un combat âpre, c'est un combat aride, mais c'est un combat qui, à l'évidence, mérite d'être mené. D'ailleurs, ce raisonnement-là, c'est celui que les Français, dans leur écrasante majorité, partagent. Qu'est-ce qu'ils pensent les Français de l'Union européenne? Ils ne sont pas satisfaits de l'Union européenne telle qu'elle est, mais ils ne voient pas majoritairement d'issue dans une sortie de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, il y a deux députés communistes français au Parlement européen, Marie-Pierre Vieux et Patrick Le Yarrick, tous les deux membres du groupe de la gauche unie européenne. Mélenchon a dit que c'était une coquille vide, sans gouvernail politique précis. Vous êtes d'accord avec ça?
Enfin, vous pensez avec qui vous allez faire des alliances? Comment vous allez envisager votre présence au Parlement européen si vous êtes élu? D'abord, je pense qu'il faut éviter d'avoir des jugements définitifs sur ce groupe qui a le mérite d'exister. C'est évidemment difficile de faire exister ensemble des gens qui ont des traditions politiques différentes, qui sont aussi liées à des histoires nationales différentes. Il reste que nous avons un groupe qui d'ailleurs s'est renforcé au fur et à mesure des années. En son temps, Francis Wurtz a d'ailleurs largement contribué au fait que ce groupe existe. Non, je pense que l'enjeu, c'est de renforcer la voix de tous ceux qui veulent une Europe qui ne soit ni l'Europe des technos, ni l'Europe des fachos. Et je pense qu'il faut travailler à construire ce rassemblement-là. Et je constate qu'au sein de l'Union européenne, en même temps qu'il y a une montée de l'extrême droite, il y a aussi une aspiration à gauche à une Union européenne qui porte des aspirations populaires. Mais donc du coup, vos alliés, ça pourrait être Syriza par exemple? Non, parce que par exemple, France Insoumise est assez catégorique sur le cas Syriza. Ils sont catégoriques sur beaucoup de sujets. Moi, je pense qu'il faut se rassembler avec tous ceux qui aspirent à rompre avec les logiques libérales. Très bien. Alors à Paris, la majorité de la maire de Paris, Anne Hidalgo, est dans une situation assez compliquée à peine 2 ans des prochaines municipales, puisqu'elle est coincée entre les appétits des macronistes et de l'autre côté la gauche critique qui serait incarnée par la France insoumise. Vous avez l'impression de quitter un bateau qui coule et qui ne vous ressemble plus, ou vous y croyez encore au projet d'Anne Hidalgo? Moi je ne quitte rien. Je suis élu de Paris et je continuerai à me battre quoi qu'il arrive aux élections européennes pour que Paris reste à gauche en 2020. Donc, si certains espèrent que je m'en aille, ils seront assez rapidement déçus. Moi, je suis très attaché à ce que nous faisons à Paris en matière de logement social, en matière de réduction de la place de la voiture, en matière de lutte contre la pollution. Je pense qu'on a besoin d'une majorité de gauche. Vous savez, prenons un cas très concret, la question de l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, la ville de Paris se bat pour qu'on puisse à nouveau appliquer l'encadrement des loyers à Paris. C'est une belle bataille qui mérite d'être menée et nous sommes en passe d'ailleurs de l'obtenir, puisque dans le cadre de la loi Elan, qui est par ailleurs une mauvaise loi, nous allons obtenir que Paris puisse encadrer les loyers. Quand je fais ça, j'ai plutôt l'impression d'être utile et j'ai plutôt envie qu'on continue. Alors, autre cas très concret, le travail le dimanche par exemple, la maire de Paris a un peu changé, a un peu viré sa cutie et du coup maintenant elle a l'air plutôt être en faveur du travail le dimanche. Comment est-ce que vous conciliez votre engagement communiste avec cette prise de position? Moi j'ai toujours voté contre l'extension du travail dominical et je n'ai pas changé d'avis sur le sujet. Même si la maire de Paris, du coup, votre boss a changé d'avis elle. Alors, vendredi, nous recevions la journaliste et essayiste Isabelle Saporta et elle avait une question pour vous. Elle vous a demandé comment est-ce qu'on faisait pour faire que Paris ne soit pas uniquement la ville des riches. C'est évidemment un combat à la fois essentiel et dans le même temps compliqué parce que le mouvement du marché est un mouvement qui, dans une ville comme Paris, conduit inévitablement à une hausse des prix et oblige les classes moyennes à partir. Donc ça n'est possible, éviter que Paris ne devienne une ville de riches, mais c'est le cas de toutes les grandes métropoles européennes d'ailleurs, qu'à la condition d'avoir une intervention publique très forte. Je dirais qu'il y a 2 manières de le faire. La première, c'est le développement du logement social. Paris, maintenant, c'est 21% de logements sociaux. En 2001, nous avions 13% de logements sociaux. C'est-à-dire qu'en l'espace de 18 ans, nous avons financé 100 000 logements sociaux supplémentaires. Un Parisien sur 5 vit aujourd'hui en logement social. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de grandes métropoles européennes qui puissent se prévaloir d'un tel chiffre. J'étais à Barcelone il y a 1 semaine et demie. À Barcelone, ils ont 1,5% de logements sociaux. Donc la première chose, c'est de développer le logement social. Et la deuxième, c'est de mieux réguler le parc privé. Aujourd'hui, on a des prix dans le secteur privé qui sont absolument délirants, d'où la nécessité d'encadrer les loyers, la nécessité d'encadrer Airbnb et toutes ces locations touristiques qui cannibalisent l'offre de logement à Paris. Il y a beaucoup de boulot, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, Paris se bat et se bat plutôt bien sur ce sujet. Alors, on vous reproche parfois de préempter trop cher des appartements dans les quartiers chics de la capitale à des fins, je cite un tweetos, presque purement médiatiques. Vous répondez quoi à ces détracteurs? Il y a des gens qui d'abord ne veulent pas de logement social, et il y a des gens qui ne veulent du logement social que dans les quartiers populaires. Si on considère qu'aucun territoire ne doit être une citadelle de privilégiés, il faut du logement social sur tous les territoires. Et donc y compris dans des arrondissements ou dans des quartiers
qui sont des quartiers dits privilégiés. Et c'est vrai qu'à la fin de cette mandature, en 2020, on aura multiplié par 3 le nombre de logements sociaux dans le 16e. Il y aura 6 000 logements sociaux dans le 16e d'ici 2020. Moi, je considère que c'est plutôt une réussite. Moi, je n'aime ni les ghettos de riches, ni les ghettos de pauvres, et je pense qu'on vit mieux quand on vit mélangé. Alors une dernière question, Yann Brossat. Dans le Parisien aujourd'hui, Pierre Laurent annonce vouloir faire du neuf au PCF et parallèlement se dit prêt à sa propre succession. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Une direction nationale, c'est une équipe. Et donc ce que dit Pierre Laurent, c'est qu'il est prêt à diriger le Parti communiste en donnant sa place à une nouvelle génération. Moi, je trouve ça plutôt positif. Mais on recevait il y a plusieurs mois Igor Zamikei, le secrétaire départemental du PCF parisien, et il nous disait qu'il fallait des signes de renouvellement. Et du coup, est-ce que c'est un signe de renouvellement que de dire je suis candidat à ma propre succession? Il ne dit pas que ça. Il dit aussi qu'il permettra à une nouvelle génération de prendre le pouvoir au Parti communiste. Je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, le fait que j'ai été aussi désigné comme chef de file des communistes aux élections européennes, c'est un signe de renouvellement. Donc je pense que tout ça est plutôt intéressant. Et donc vous avez de l'espoir pour le Parti communiste à l'avenir? Moi, je suis convaincu que le Parti communiste a de l'avenir en France, à la condition de se renouveler profondément. On a du boulot. Et le fait qu'on n'ait pas été présent lors de la dernière campagne présidentielle nous a à l'évidence handicapés. Mais moi, je pense qu'il faut maintenant que le Parti communiste, effectivement, soit de retour et fasse preuve d'énergie, de dynamisme, de créativité. C'est aussi ça que j'ai envie de mettre dans cette campagne européenne. Merci beaucoup Yann Brossat. Demain, Pierre Jacquemin recevra le conseiller régional et porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Vous avez une question pour lui? D'abord, c'est quelqu'un que j'apprécie et avec qui on a mené un certain nombre de batailles communes sur le logement. Et j'aimerais qu'on puisse remettre le couvert sur la question des immeubles vacants. Il s'est battu du temps où il était à Jeudi Noir sur ce sujet. Et j'ai envie de lui demander quand est-ce qu'on va ensemble devant un immeuble vacant pour tordre le bras du gouvernement et les inciter à réquisitionner ces immeubles vides qui sont un véritable scandale. En tout cas, je suis disponible pour le faire avec lui quand il veut. Très bien, on lui transmettra le message et la question. Merci beaucoup. Merci.